Mon mari m'a jetée dans les escaliers du 2e étage après m'avoir battue pendant 3 heures d'affilée. Je me suis réveillée à l'hôpital quelques jours plus tard avec 6 côtes cassées et le visage tellement enflé que je ne pouvais pas ouvrir les yeux correctement. C'est là que j'ai découvert qu'il s'était enfui avec ma voisine, celle qui me souriait tous les matins. Bonjour, mes chéris. Je m'appelle Madame Irène, mais tout le monde m'appelle Nini. J'ai 73 ans. Je suis née et j'ai grandi à Carpentras, dans le Vaucluse, mais cela fait 40 ans que j'habite à Marseille. Je suis arrivée dans cette grande ville à cause d'une histoire que je vais vous raconter aujourd'hui pour la première fois sur Internet. Une histoire que j'ai gardée au fond de mon cœur comme une épine douloureuse qu'on ne peut pas retirer. Avant de commencer, je voudrais dire que l'équipe de cette chaîne Mémoire des grands-mères m'a aidé à préparer ce témoignage. Si vous appréciez mon histoire, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et aimer cette vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette grand-mère et partager un peu de votre histoire. J'adorerais savoir qui sont mes petits-enfants virtuels. Revenons à mon histoire. Je suis née en 1951 dans une petite maison simple en Provence. Mon père, Monsieur Antoine, travaillait dans une carrière de pierre. Chaque jour, il rentrait avec cette poussière blanche dans les cheveux qui ressemblait à de la neige. Je trouvais ça joli, mais aujourd'hui, je sais que c'est cette poussière qui l'a tué à petit feu. Ses poumons ont été rongés. Ma mère, Madame Françoise, faisait des lessives pour les autres et préparait les meilleurs pains maison du village. Nous étions pauvres, mais il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il nous manquait quelque chose. Notre maison était petite mais chaleureuse, 2 chambres, une pour mes parents, l'autre pour moi et mes 2 sœurs, une cuisine avec un poêle à bois qui restait allumé toute la journée, et une cour avec un olivier, un figuier, un cerisier et un potager que ma mère entretenait comme un jardin de palais. L'odeur de mon enfance, c'était celle du pain sortant du four et du café fraîchement moulu. Le son, c'était la petite radio à pile jouant Brassens et Piaf pendant que ma mère fredonnait. Les couleurs, c'était celle de sa robe à fleurs qui tournoyait pendant qu'elle balayait la maison, et le ciel bleu de Provence qui semblait plus pur que partout ailleurs. Ma mère disait toujours, « Irène, quand tu rencontreras un homme, assure-toi qu'il te regarde dans les yeux comme ton père me regarde. » Et c'était vrai. Mon père regardait ma mère comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Même après une journée entière à casser des pierres sous le soleil, il arrivait, l'enlaçait par derrière pendant qu'elle cuisinait, l'embrassait sur le front et lui demandait comment s'était passée sa journée. « Un homme qui te respecte, respecte tout ce que tu es, » disait mon père quand il me voyait rêver aux histoires d'amour des magazines. J'ai grandi en croyant que l'amour était ainsi, simple, respectueux, fait de petits gestes. Je pensais que tous les hommes traitaient les femmes comme mon père traitait ma mère. Naïveté d'une jeune fille élevée dans une bonne famille. L'école était loin. Je marchais presque 1 heure pour y arriver, mais cela ne me dérangeait pas. J'aimais étudier. Je rêvais d'être institutrice. J'avais de la facilité avec les lettres. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Mon père, malgré son peu d'éducation, m'encourageait toujours. Les études sont la seule chose que personne ne peut enlever. Ma fille. J'ai intégré l'école normale pour devenir institutrice et j'ai obtenu mon diplôme en 1970, à 19 ans. Fierté de la famille. J'étais la première à avoir un diplôme. Mon père a pleuré ce jour-là, se cachant, pensant que personne ne le voyait. Mais je l'ai vu, et ses larmes valaient plus que n'importe quel discours. J'ai commencé à enseigner dans une petite école près de chez nous, à des enfants de 7 à 10 ans, classe mixte. J'adorais mon travail, la pureté des petits, leur joie quand ils découvraient un nouveau mot. Je me sentais utile, importante, accomplie. C'est à cette époque que j'ai rencontré Gérard. Un jour, il est venu à l'école inscrire son neveu. Grand, brun, cheveux bien coupés, une fine moustache encadrant un large sourire. Chemise bleu clair, pantalon en lin, chaussures bien cirées. Pas riche, mais soigneusement présenté. « Vous êtes l'institutrice » a-t-il demandé, me regardant d'une manière qui m'a fait rougir instantanément. « Oui, Irène Moreau, enchantée. »« Tout le plaisir est pour moi, Gérard Dubois. » Sa main était grande, chaude, ferme. Un frisson m'a parcouru, comme jamais auparavant. Et depuis ce jour, il venait toujours chercher son neveu à la sortie. Toujours souriant, toujours bien habillé, toujours un compliment sur le bout des lèvres. « Mademoiselle Irène, vous êtes ravissante quand vous enseignez. Vos yeux brillent. Cette robe vous va à merveille. J'admire les femmes instruites. Y a-t-il quelque chose de plus beau que l'intelligence ? Moi, jeune provinciale élevée dans des valeurs solides mais sans aucune expérience en flirt, je suis tombée comme une débutante.
Chaque compliment était comme de l'eau pour mon jardin de rêves romantiques. Chaque sourire faisait battre mon cœur à tout rompre. Un jour, il m'a invitée à prendre une glace après l'école. J'étais nerveuse. Je n'étais jamais sortie seule avec un homme, mais j'ai accepté. J'en ai parlé à ma mère, inquiète, fille, méfie-toi. Un homme trop beau connaît généralement sa beauté. Mais maman, il est respectueux. Il n'a même pas essayé de me tenir la main. Pas encore, dit-elle avec cette sagesse de celle qui a déjà vécu. Qui écoute la mère quand le cœur bat si fort? Le rendez-vous fut parfait. Gérard était drôle, intelligent, plein d'histoires. Il travaillait comme vendeur dans un magasin de meubles et rêvait d'avoir sa propre affaire. « Je veux offrir du confort à ma future épouse », disait-il en me regardant avec cette certitude. La relation a commencé doucement, toujours respectueuse, toujours dans les limites que j'imposais. Il venait chez nous le dimanche, déjeunait avec ma famille, conquit mon père avec des discussions sur le football et la politique, aida ma mère à faire la vaisselle, chose qu'aucun homme ne faisait à l'époque. Ce jeune homme semble bon, commenta mon père après quelques mois. Mais va doucement, ma fille. Ce n'est pas parce qu'il montre son bon côté qu'il n'a pas un mauvais côté caché. Ah, comme j'aurais aimé écouter mon père. Pendant 6 mois, Gérard fut le prince charmant des romans photos. Il m'apportait des fleurs cueillies en chemin, m'écrivait de petits mots romantiques, me respectait comme si j'étais faite de cristal. Nos baisers étaient tendres. Ses mains ne dépassaient jamais les limites. « Je veux bien faire les choses avec toi, Irène », disait-il. « Tu mérites un homme qui te valorise. » Et je le croyais. Bien sûr que je le croyais. Pourquoi n'aurais-je pas cru? J'avais grandi en voyant mon père traiter ma mère avec tendresse, respect, dévouement. Je pensais que c'était ainsi que tout homme aimait une femme. Après 1 an de relation, la demande en mariage est venue. Rien de surprenant. Gérard avait déjà conquis toute la famille. Il venait à tous les déjeuners du dimanche, m'accompagnait à la messe. Tout le village voyait en nous le couple parfait. Les fiançailles furent simples, chez mes parents. Une petite fête, un gâteau à l'orange préparé par ma mère, de la limonade, quelques amuse-bouches. Mon père fit un discours émouvant, parlant de sa fille qu'il confiait à un autre homme. « Prends soin d'elle comme j'en ai pris soin, mon fils. Elle est tout ce que j'ai de plus précieux. Comptez sur moi, monsieur Antoine. Je ferai d'elle la femme la plus heureuse du monde, » répondit Gérard. Le mariage était prévu 6 mois plus tard. Les semaines passèrent dans une course folle, trousseau à préparer, maison à arranger, invitations à distribuer. Gérard avait loué une petite maison près de l'école où j'enseignais. Petite mais confortable, avec une cour où je rêvais déjà d'un potager comme celui de ma mère. À mesure que le mariage approchait, l'anxiété grandissait. Tante et cousine arrivaient avec des conseils sur la nuit de noces, me faisant rougir comme une tomate. Les amis plaisantaient, « Tu vas devenir une vraie femme. » Ma mère, plus sensée, me serra dans ses bras, « Ma fille, souviens-toi que ton corps est ton temple. Même mariée, tu as le droit de dire non. Un homme qui t'aime respectera cela. » Un conseil que j'ai gardé, mais qui, je le découvrirai bientôt, ne s'appliquerait pas à l'homme que j'allais épouser. Le mariage eut lieu en janvier 1972. J'avais 20 ans, Gérard 27. La cérémonie se déroula dans la petite église Saint-Pierre où j'avais été baptisée. Je portais la robe que ma mère et mes tantes avaient cousue à la main, chaque détail soigneusement économisé pour réaliser mon rêve. Au bras de mon père, j'ai vu Gérard m'attendre. Son large sourire, les yeux brillants, le costume parfaitement ajusté. J'ai pensé, c'est l'homme de ma vie. Avec lui, je serai heureuse pour toujours. La lune de miel eut lieu sur la Côte d'Azur, dans une pension simple près de la plage. Gérard avait économisé pendant des mois pour m'offrir ce cadeau. C'était la première fois que nous dormions ensemble, que nous nous touchions vraiment. Au début, il fut attentionné, patient avec mon inexpérience. Mais après quelques jours, un côté plus exigeant apparut. « Une femme à moi doit me satisfaire comme je veux, » dit-il, me forçant à faire des choses qui me mettaient mal à l'aise. J'ai retenu mes larmes et obéi. Après tout, c'était mon mari, n'est-ce pas? N'était-ce pas ce que les épouses devaient faire? Plaire à leur mari? De retour à Carpentras, nous avons commencé notre vie de couple. Les premiers mois furent d'adaptation, apprendre à cuisiner pour 2, partager l'espace, concilier travail et tâches ménagères. Gérard continuait de travailler dans le magasin de meubles, moi à enseigner. Nos salaires combinés nous permettaient de vivre modestement mais confortablement. Petit à petit, j'ai remarqué de petits changements dans son comportement, critique sur la nourriture que je préparais,
Questions insistantes sur les hommes avec qui je parlais au travail, exigences sur ma façon de m'habiller. Cette jupe est trop courte pour une femme mariée. Pourquoi portes-tu du rouge à lèvres pour enseigner? Qui est ce Jean à la sortie de l'école? J'en étais que le concierge de 70 ans, mais pour Gérard, tout homme qui me parlait était une source de jalousie. Puis je suis tombée enceinte pour la première fois. Une joie immense, j'avais toujours rêvé d'être mère. Quand je l'ai annoncé à Gérard, il a souri, m'a prise dans ses bras et promis d'être le meilleur père du monde. Pendant quelques semaines, il redevint l'homme dont j'étais tombée amoureuse, attentionné, prévenant, romantique, jusqu'à ce que je perde le bébé au 3e mois. Saignements abondants, douleurs, hôpital, une tristesse immense. Quand je suis rentrée, Gérard était différent. Froid, distant, comme si c'était ma faute. Tu aurais dû faire plus attention, dit-il un soir. Tu travailles trop, tu bouges trop. Tu as perdu mon fils par négligence. C'était la première fois que je pleurais cachée dans la salle de bain, le robinet ouvert pour qu'il ne m'entende pas. Ce ne serait pas la dernière. Après cette fausse couche, Gérard a complètement changé. Le masque est tombé. Le prince charmant s'était transformé en crapaud. Un crapaud venimeux. Mon Dieu! Je sais que cette histoire est longue, mais je veux tout partager. Avant de continuer, si vous aimez ce récit, aidez-moi, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne, et laissez un commentaire pour me dire d'où vous me regardez. Chaque nouvel abonné réchauffe le cœur de cette grand-mère. Revenons à l'histoire. La première année de mariage s'est terminée dans une réalité bien différente de mes rêves. Gérard n'était plus l'homme attentionné et affectueux des fiançailles. Il était maintenant contrôlant, jaloux, de mauvaise humeur en permanence. Tout était sujet à critique, ma cuisine, mes vêtements, ma façon de parler, même ma respiration semblait l'irriter. Tu respires trop fort. Comment veux-tu que je dorme avec ce bruit? Peu à peu, je me suis repliée sur moi-même. Je parlais moins, souriais moins, essayais de tout faire parfaitement pour ne pas lui donner de raison de se plaindre. Je marchais sur des œufs dans ma propre maison. Malgré tout, je croyais encore que nous pouvions y arriver, que ce n'était qu'une phase difficile. Que le Gérard attentionné reviendrait. Après tout, nous avions été si heureux au début. Qu'était-il arrivé à cet homme? La 2e année, je suis retombée enceinte. Cette fois, j'ai pris toutes les précautions. J'ai réduit ma charge de travail à l'école, je me suis reposée, suivi toutes les recommandations médicales. Gérard semblait enthousiaste, protecteur. Ça va marcher cette fois, disait-il avec ce sourire qui m'avait conquise. Mais au 5e mois, j'ai perdu ce bébé aussi. Complications différentes, mais le résultat fut tout aussi dévastateur. La tristesse était encore plus grande, je sentais déjà le bébé bouger, j'avais commencé à acheter des vêtements. Cette fois, Gérard n'a même pas attendu que nous sortions de l'hôpital pour montrer sa colère. Dans la voiture, sur le chemin du retour, il a commencé. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Une femme normale ne perd pas d'enfant comme ça. Ma mère en a eu 8 sans problème. Le médecin avait dit que ces choses arrivent, que ce n'était la faute de personne. Gérard, lui, ne voulait rien entendre, c'est ta faute. Oui, ton corps ne fonctionne pas. Nous sommes arrivés à la maison et ses paroles sont devenues de plus en plus agressives. Pour la première fois, j'ai tout laissé sortir. Tout ce que j'avais retenu pendant des mois, coincé au fond de moi, je lui ai balancé. Et toi, tu crois que ça aide avec ta mauvaise humeur, tes critiques, ta façon de me traiter comme une domestique? C'est à ce moment-là que j'ai reçu la première gifle. Forte, violente. Elle m'a projeté contre le mur. Le goût du sang dans la bouche, le choc plus grand que la douleur. Ne me parle plus jamais comme ça, grogna-t-il entre ses dents. Je suis ton mari. Tu me dois le respect. Cette nuit-là, alors qu'il dormait, j'ai pensé à m'enfuir. Retourner chez mes parents. Mais la honte me retenait. Que allait-il penser? La fille incapable de garder son mariage, incapable de donner des enfants. À l'époque, une femme séparée était vue comme une ratée. Et moi, élevée pour être l'épouse parfaite, je ne voulais pas de cette étiquette. Alors j'ai ravalé mes larmes et je suis restée. Première erreur parmi tant d'autres. La 3e année de mariage a été celle de la catastrophe. Gérard a perdu son emploi au magasin de meubles, après une dispute avec son patron pour une histoire d'argent disparu de la caisse. Il jurait son innocence, mais j'avais appris à lire la lueur de mensonge dans ses yeux. Chômage, frustration, alcool. D'abord une bière au déjeuner, puis 2, puis du pastis directement à la bouteille dès le matin. Ivre, il devenait encore plus cruel.
Les critiques sont devenues insultes, les gifles en coups de poing. J'ai dû expliquer mes yeux au beurre noir et mes lèvres fendues à mes collègues. Je suis tombée dans l'escalier, me cognant le visage contre la porte de l'armoire, toujours avec les excuses habituelles, que tout le monde acceptait pour éviter de s'impliquer. Mes parents ont commencé à avoir des soupçons. Ma mère me questionnait directement. Mon père regardait Gérard avec méfiance lors des rares visites. « Fille, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais que tu peux revenir à la maison », m'a dit ma mère un jour, me surprenant en train de pleurer dans la cuisine. « Tout va bien maman, c'est juste une période difficile, ça va passer. » Mais ça n'est jamais passé. Ça n'a fait qu'empirer. C'est à cette époque que j'ai remarqué la voisine qui se rapprochait. Marie, récemment séparée, 5 ans de plus que moi, jolie, cheveux teints en blond, toujours impeccable même à la maison. Caissière dans un supermarché, elle vivait seule à côté. Au début, elle a été un soutien. Biscuits fait maison, discussion dans la cour, présence attentive quand elle me voyait pleurer. « Il te bat, ma chérie. Ce n'est pas normal. Tu dois sortir de là. »« Je ne peux pas, Marie, je n'ai nulle part où aller. »« Bien sûr que si. Le monde est grand. Tu es jeune, belle, intelligente. Tu mérites mieux. » Gérard n'aimait pas cette amitié. Marie, selon lui, était une femme de mauvaise vie, qui allait me détourner du droit chemin. Je la défendais, c'est ma seule amie. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant que j'enseignais, Gérard et Marie s'étaient rapprochés autrement. Un jour, j'ai trouvé à la maison une boîte d'allumettes provenant d'un bar de l'autre côté de la ville. « Tu es allé découvrir un nouvel endroit ?» lui ai-je demandé. « Maintenant, tu vas contrôler où je bois aussi ?» répondit-il, irrité. Une autre fois, j'ai senti un parfum sucré et fort sur sa chemise. J'ai bousculé une femme dans le bus, expliqua-t-il, agacé. Arrête d'être névrosé. Les signes étaient là. Tous. Mais je refusais de voir, ou peut-être de croire qu'en plus de tout, il me trompait. Le nouvel emploi est arrivé 4 mois plus tard, vendeur dans un magasin de matériaux de construction. Ça semblait aller mieux, un peu. Gérard buvait moins, souriait davantage, se préparait pour le travail, se parfumait. « Tu es différent, plus animé », ai-je commenté un jour. « La vie s'améliore », pensais-je. Bientôt, de l'argent, peut-être un autre enfant. Mon cœur s'emballait à cette idée. Puis vint le 15 mai. Je n'oublierai jamais cette date. Vendredi pluvieux. Je rentre de l'école plus tôt, les élèves libérés à cause d'une fuite dans le plafond. J'ouvre la porte, et j'entends un rire. Des rires de femmes venant de notre chambre. Le monde s'arrête. Mon cœur s'arrête. Je sais ce que je vais trouver, mais je ne suis pas prête. J'entrevois la scène, Gérard et Marie dans mon lit, là où je dormais toutes les nuits. Je referme doucement la porte. Ils ne m'ont pas vue. Je vais m'asseoir dans la cuisine, le vide devant mes yeux. Pas de larmes, pas de cris. Juste un immense vide. Une demi-heure plus tard, la porte arrière s'ouvre et se referme, Marie sort furtivement. Gérard sort de la chambre en flottant presque. Il me voit dans la cuisine. Son visage change. « Qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-ci » dit-il. « La pluie, l'école. » Je vois l'instant où il comprend que je sais. « Tu as vu quelque chose » demande-t-il. « Tout vu. Toi et Marie. Dans notre lit. » Je m'attends à des cris, à des dénégations, mais il rit. Un rire froid, cruel. « Et qu'est-ce que tu vas faire ? Hein ? Tu vas le dire à qui ? » Je me lève, jambes tremblantes. Je pars. C'est fini, Gérard. Le rire devient grognement. Ses yeux se rétrécissent, sombres. Tu ne vas nulle part. Tu es ma femme. Tu ne pars que quand je le décide. Je ne suis pas une chose à posséder. C'est fini. Laisse-moi passer. Je tente de passer dans la chambre pour récupérer mes affaires. L'enfer commence. Gérard bloque mon passage, mur de chair, mur de haine. Je tente de le contourner, repousser. Je tombe assise sur une chaise, surprise plus grande que la douleur. Tu ne vas nulle part, murmure-t-il entre ses dents. Cette maison est à moi. Tu es à moi. La maison est louée, Gérard, et je ne suis la propriété de personne. Laisse-moi passer. Je me relève. La première gifle m'atteint, violente, me projetant sur le côté. Ferme ta gueule. Tu m'espionnes ? Qui t'en a donné le droit ? Une autre gifle. Puis un coup de poing dans l'estomac, me pliant en deux, sans air. Je tombe à genoux, vision floue de douleur et de larmes. Il m'agrippe par les cheveux, me traîne à travers la cuisine. Tu veux savoir pourquoi j'étais avec Marie ?
Parce qu'elle est une vraie femme. Elle sait plaire à un homme. Elle n'est pas frigide comme toi. Il me jette contre le mur. Ma tête heurte, étoile devant mes yeux. Ces mots deviennent plus cruels que les coups, tu ne peux même pas me donner un enfant. Ventre sec, bonne à rien. Les coups tombent sans fin, poings, pieds, gifles. Je tente de me recroqueviller, de me protéger, mais il est plus fort, trop fort. À un moment, j'ai cessé de ressentir la douleur. J'ai cessé de ressentir quoi que ce soit. Je voulais juste que ça se termine. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Des heures? Des minutes? Je ne sais pas. Je sais seulement qu'au moment où il a enfin arrêté, j'étais allongée sur le sol de la cuisine, un œil gonflé, à peine ouvert, le sang coulant de mon nez, de ma bouche, une coupure au sourcil. Gérard me regarda d'en haut, essoufflé par l'effort de me battre. Puis il cracha à côté de moi. « Si tu essaies encore de partir, je te tue. Tu comprends ? » Je n'avais même pas la force de parler. « Tu comprends ?» hurla-t-il, me donnant un coup de pied dans les côtes. « J'ai compris » murmurai-je, suffocante. Il s'éloigna, prit ses clés et son portefeuille. « Je sors. Quand je reviendrai, je veux le dîner prêt et ton visage en meilleur état. Mets de la glace sur cette figure. Tu es trop laide. » Et il partit. Me laissant là, sur le sol, en sang, sans aide, sans réconfort, sans rien. Je restais allongée une éternité. Chaque respiration faisait mal, chaque mouvement était une agonie. Mais quelque chose en moi me criait « Il te tuera si tu restes ». Je me traînais jusqu'au téléphone dans le salon. Appeler mes parents ? Non, mon père tuerait Gérard et finirait en prison. La police ? À l'époque, il ne se mêlait pas des violences conjugales. Il ne restait qu'une seule personne, ma sœur aînée, Louise, à quelques pâtés de maison. « Louise, aide-moi. » Gérard m'a battue très fort, réussis-je à dire entre les sanglots. « Mon Dieu, Irène, reste là, j'arrive, répondit-elle. En 15 minutes, Louise arriva, accompagnée de son mari, Jean. À leur vue, le choc fut immédiat. « Jésus-Christ, allons à l'hôpital tout de suite, » dit Jean en me prenant dans ses bras comme une enfant. « Pas l'hôpital, il me trouvera là-bas, » murmurai-je. Ils m'emmenèrent chez eux. Leur maison était modeste mais ordonnée. 2 jeunes enfants aux yeux écarquillés m'observaient. Louise nettoya mes blessures, appliqua de la glace sur mes hématomes, me donna des analgésiques. Tout en s'occupant de moi, elle murmura « Ça fait combien de temps, Irène ? Pourquoi tu ne nous as rien dit ?» Je pleurais comme jamais. Je racontais tout, les agressions commanditées après la première fausse couche, les humiliations quotidiennes, la trahison avec Marie, et pourquoi je n'étais jamais partie. La honte, la peur, tout. Jean, debout à la porte, secoua la tête. Il ne changera pas, belle-sœur. Jamais. Un homme qui frappe une femme ne fait que sombrer dans la violence, jamais l'inverse. Cette nuit-là, j'ai trouvé refuge chez ma sœur, mon sommeil lourd d'épuisement et de calmant. Au matin, chaque parcelle de mon corps hurlait de douleur. Mon visage était si tuméfié que le reflet dans le miroir me semblait celui d'une inconnue. Je me suis demandé ce que j'avais fait pour mériter une telle vie. Louise m'a encouragée à déposer plainte. Boitant légèrement, je m'appuyais sur elle, des lunettes noires dissimulant mes marques les plus visibles. Au commissariat, le policier nous a accueillis avec une indifférence glaciale, griffonnant nos paroles comme si elles lui étaient familières depuis toujours. « Vous souhaitez porter plainte contre votre mari, madame ? » « Oui, j'en ai la ferme intention. Vous savez qu'il faudra passer un examen médical et que votre mari pourrait être arrêté. » Je savais tout cela, et malgré tout, je voulais que justice soit faite. L'examen médical a révélé l'ampleur des violences, multiples contusions sur le visage et le corps, un sourcil gauche ouvert nécessitant 6 points de suture, 2 côtes fêlées, un traumatisme crânien et une lésion rénale. Le médecin, notant ces blessures, a murmuré « Si vous retournez chez vous, il vous tuera la prochaine fois. » Je n'y suis pas retournée. J'ai passé les jours suivants chez ma sœur, pendant que la police traquait Gérard. 3 jours plus tard, on m'a annoncé qu'il avait disparu, emportant vêtements et papiers, abandonnant son emploi. Mon beau-frère a murmuré, il a fui comme le lâche qu'il est. C'est mieux ainsi, loin de toi. Pourtant, il manquait un élément dans ce puzzle. Marie, la voisine et amante, avait elle aussi disparu. Depuis ce jour, personne ne l'avait vue. Le 4e jour, une visite inattendue chez ma sœur, le propriétaire du magasin où travaillait Gérard. « Excusez-moi de vous déranger, Madame Irène. »
Je sais que vous traversez un moment difficile, mais Gérard a disparu sans régler ses affaires. Mademoiselle Marie a également disparu. Ils se sont enfuis ensemble, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Il semble bien, confirma Teguil. Avant de partir, il est venu au magasin, a pris une avance que je n'aurais jamais dû lui donner et a chargé du matériel de construction dans son véhicule. Du ciment, des outils et du béton, m'a-t-il précisé. Un frisson m'a parcouru l'échine en entendant cela. Du ciment, des outils et le sang que j'avais vu sur le lit. Une semaine a passé. Mes ecchymoses commençaient à s'estomper. Je pouvais marcher sans trop souffrir. Mes parents, de retour d'un voyage pour voir ma tante malade, ont été horrifiés en découvrant mon état et mon récit. « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt, ma fille » a dit mon père, les yeux embués de larmes. Je pensais les décevoir, mais il a ajouté « Jamais tu ne nous décevras. » La seule déception a été cet homme que nous avons si mal choisi. J'ai entamé ma reconstruction. J'ai pris un congé médical de l'école. La directrice, compréhensive, m'a assuré que mon poste m'attendrait à mon retour. Je suis retournée vivre chez mes parents, dans ma chambre d'adolescente, intacte, prête à m'accueillir. Petit à petit, je retrouvais des forces quand un nouveau choc est survenu. C'était un matin de juin, presque un mois après la fuite de Gérard. La police s'est présentée à notre porte. « Madame Irène, nous avons retrouvé votre mari. » Mon cœur s'est glacé. Il était revenu. Et il venait pour moi. Où ? Ai-je demandé, tremblante. Dans la propriété de Madame Marie Durand, en périphérie de la ville. L'échange de regards entre les policiers laissait transparaître un malaise évident. Vous devez nous accompagner. Ils m'ont conduite sur ce terrain que j'ignorais totalement. La scène qui s'offrait à moi semblait tirée d'un film d'horreur. Partout des policiers, des bandes de sécurité, des gens creusant la terre. Que s'était-il passé ici ? Ai-je demandé. On nous a parlé d'un désaccord entre Marie et Madame Marie. Désaccord ? Ce mot semblait dérisoire face à ce que j'allais découvrir. Le corps de Marie gisait dans une fosse improvisée à l'arrière. Comme moi, elle avait été violemment battue, mais elle n'avait pas survécu. Gérard avait tenté de dissimuler son corps dans un mélange de ciment et de béton mal fait, avec les matériaux pris au magasin. Et lui ? Ai-je murmuré, sous le choc. Il a essayé de fuir à notre arrivée. Il a résisté, armé. Il y a eu un échange de tirs. J'ai compris ce qu'il ne disait pas, Gérard était mort lui aussi. Les jours suivants ont été un flou, déposition, détails que je n'avais pas souhaité entendre, comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. La police a conclu que Gérard et Marie avaient prévu de fuir ensemble. Ce jour-là, il m'a frappé, puis il est parti rejoindre Marie sur la propriété qu'ils avaient choisie pour se retrouver. Il avait emporté du matériel de construction, prévoyant d'aménager le lieu pour y vivre. Mais une dispute violente a éclaté entre eux. Les voisins ont entendu des cris, mais personne n'est intervenu. La zone était rurale, chacun chez soi, et les hurlements ont cessé avant qu'ils ne signalent quoi que ce soit. Ce n'est que plusieurs jours plus tard, lorsqu'une odeur étrange s'est répandue sur la propriété, qu'ils ont alerté les autorités. Je devrais nourrir de la colère envers Marie. Elle avait trahi ma confiance, couché avec mon mari et planifié leur fuite ensemble. Pourtant, je ne ressentais que de la pitié. Après tout, elle avait rencontré le même Gérard que moi, le monstre caché derrière le masque, et elle avait payé de sa vie. Les journaux locaux se sont emparés de l'histoire. Crime passionnel se terminant en tragédie. Mon nom apparaissait dans chaque article. Ma photo de mariage côtoyait celle du corps retrouvé sur la propriété. Je suis devenue la veuve de l'assassin. Marcher dans la rue était devenu insupportable, chaque regard, chaque murmure me frappait. Des parents retiraient leurs enfants de ma classe, refusant que l'épouse d'un meurtrier enseigne à leurs enfants. Une semaine plus tard, la directrice m'a convoquée. « Irène, tu sais combien je t'apprécie, mais les parents font pression. L'école ne peut rien faire. J'ai perdu le métier que j'aimais, la carrière que j'avais choisie, à cause d'un homme qui n'aurait jamais dû faire partie de ma vie. Je suis tombée dans une dépression profonde pendant des mois. Je restais cloîtrée dans ma chambre, mangeant à peine. Mes parents, inquiets, ont fait appel à un médecin, un prêtre, même une guérisseuse. Rien ne semblait suffire. Je me noyais dans la culpabilité. Et si j'avais vu Gérard tel qu'il était dès le début ? Et si j'avais dénoncé les premières agressions ? Marie serait-elle encore vivante aujourd'hui ? Ce n'est pas ta faute, ma fille, répétait ma mère chaque jour.
La faute est entièrement la sienne. Mais je n'arrivais pas à m'en convaincre. C'est finalement mon père qui m'a redonné envie de vivre. Un dimanche de septembre, il est entré dans ma chambre, 2 billets de train à la main. C'est pour aller où? Ai-je demandé, la voix brisée par les larmes. Marseille, la capitale de la Provence, un bel endroit au bord de la mer, loin d'ici. Et pourquoi 2 billets? Un pour toi, un pour moi. Nous allons recommencer, ma fille. Là-bas, personne ne nous connaît. Personne ne connaît notre histoire. Nous serons libres de tout reconstruire. Ta mère restera avec ta sœur pour l'instant, mais viendra une fois que nous serons installés. Avec 2 petites valises et une détermination fragile mais courageuse, j'ai quitté Carpenter le 10 octobre 1997, à 24 ans. Veuve, marquée par la violence, mais encore vivante, capable de respirer et de recommencer. Le trajet vers Marseille a été long, 12 heures de route, le bus tanguant à chaque virage. Je suis restée près de la fenêtre, regardant défiler le paysage. Les montagnes de l'intérieur cédaient peu à peu la place aux premiers signes de la côte. Tu vois ça, ma fille? A pointé mon père lorsqu'on a traversé le viaduc menant à la ville. C'est Marseille, belle, n'est-ce pas? Et elle l'était. La mer d'un bleu éclatant, les bateaux colorés, la silhouette de la ville se découpant sur le ciel, si différente de Carpenter et de sa terre rouge. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti l'espoir. Nous sommes arrivés sans logement, sans emploi et sans connaître personne. Mais nous avions l'un l'autre et la volonté de reconstruire quelque chose de nouveau. Mon père, toujours pragmatique, avait déjà un plan en tête. Les premiers jours, nous avons logé dans une pension modeste du centre-ville. Chaque matin, il partait tôt et revenait le soir, épuisé mais plein d'espoir. Il y a du travail ici, ma fille, beaucoup de travail, me répétait-il. La ville bouillonne, le port est toujours en activité. Une semaine plus tard, il est revenu avec les clés d'une petite chambre à louer, simple mais correcte. 2 semaines plus tard, il avait déjà trouvé un emploi comme aide sur un chantier du port. Moi, il m'a fallu plus de temps pour me retrouver. La peur me paralysait encore. Les cauchemars me réveillaient en sueur au milieu de la nuit. Mes blessures, visibles ou non, faisaient encore mal. Mais la grande ville a cet avantage, personne ne questionne vos origines ni votre passé. Chacun est trop absorbé par sa propre vie. Marseille m'a accueilli comme une mère retrouve un enfant perdu. La mer, le vent chargé d'odeurs salées, les collines encerclant la ville. Tout semblait me murmurer, « Bienvenue, tu es chez toi maintenant ». Les premiers mois, je vivais dans l'ombre. Je sortais peu, parlais à peine, me cachant à la maison pendant que mon père travaillait. La chambre que nous avions louée était petite mais propre. Une seule pièce, une minuscule salle de bain, 2 lits simples, une cuisinière à 2 feux et une table modeste. Un luxe pour quelqu'un qui n'avait plus rien. Par la fenêtre, je voyais un petit bout de mer entre les immeubles. Ce fragment est devenu mon obsession, mon refuge lors des nuits d'insomnie. Je restais à regarder les lumières se refléter sur l'eau, à compter les bateaux, à rêver de lieux où personne ne connaissait mon nom. Tu dois sortir, ma fille, voir le soleil, rencontrer des gens, insistait mon père. Les week-ends, il m'emmenait à la plage du Prado, encore sauvage à l'époque. Nous marchions sur le sable, pieds nus, l'eau tiède caressant nos chevilles. Petit à petit, la tension dans mes épaules a diminué. Le nœud permanent dans ma gorge s'est relâché. C'est sur cette plage que j'ai rencontré Léa, une vendeuse de navettes, qui installait chaque dimanche son petit stand coloré. Femme noire, forte, sourire facile et regard pénétrant. « Tu portes un poids trop lourd, petite », m'a-t-elle dit un jour en me tendant une navette chaude. « Tu n'as pas été faite pour porter tant de fardeau. » Je ne sais pourquoi, mais ces mots ont fait éclater la digue. J'ai commencé à pleurer là, devant son stand et les clients. J'ai pleuré comme une enfant perdue. Léa ne s'est pas effrayée, ne m'a pas posé de questions. Elle est venue vers moi, m'a serré dans ses bras, puis m'a conduite derrière son stand où un petit banc m'attendait. « Pleure tout ce que tu as à pleurer, jusqu'à ce que tu sois vide. Après, nous parlerons. » J'ai pleuré 1 heure entière. Elle est restée là, me frottant le dos, murmurant des paroles douces. Quand j'ai finalement cessé, épuisée, elle m'a offert de l'eau, un morceau de pain et un mouchoir propre. « Maintenant, raconte-moi. » Pour la première fois depuis mon arrivée à Marseille, j'ai parlé. J'ai raconté l'histoire entière à quelqu'un qui n'était pas de ma famille. J'ai parlé de Gérard, des violences, de Marie, des morts, de la fuite et du nouveau départ.
Léa a écouté sans jamais m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle a pris mes mains dans les siennes, mes mains petites et pâles dans ses mains larges et rugueuses. Tu as survécu, petite. Tu sais ce que ça veut dire? Que tu es plus forte que tout ce que tu as traversé, survivante. Je ne m'étais jamais vue ainsi. Je me considérais toujours comme une victime, une ratée, incapable de protéger mon mari ou de voir les signes avant-coureurs. Viens travailler avec moi, continua Léa. Pas ici à la plage. J'ai une petite brasserie au marché des Capucins. J'ai besoin d'aide et toi, tu as besoin de retrouver une raison de sortir de chez toi. Mon père était méfiant au début, naturellement protecteur, mais quand il a rencontré Léa et son mari Sébastien, il a changé d'avis. Il a vu en eux ce que j'avais vu, des personnes bonnes, sincères, sans arrière-pensée. J'ai commencé à travailler à la brasserie en janvier 1976. Je lavais la vaisselle, nettoyais les tables, aidais à la caisse. Au début, c'était difficile. Le bruit du marché me faisait sursauter. Les hommes me rendaient nerveuse. Chaque cri me secouait. Mais Léa avait une patience infinie. Un jour à la fois, petite, me répétait-elle, aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui. Demain est un autre jour, répétait mon père. Le salaire n'était pas énorme, mais il suffisait à couvrir nos besoins. Peu après, ma mère a pu nous rejoindre à Marseille. Nous avons loué un appartement un peu plus spacieux dans le quartier de Belle de Maille. 2 chambres désormais, une pour mes parents, une pour moi. Un luxe après la petite chambre exiguë, et avec ma mère à proximité, je me suis remise plus vite. Elle a apporté de Carpenter les recettes d'autrefois que j'aimais tant. Les pots de fleurs qu'elle cultivait sur le rebord de la fenêtre, les broderies colorées qui animaient les murs blancs. Elle a apporté l'odeur de notre maison d'enfance, un temps plus simple. Cette ville est bonne, disait-elle en arrosant ses plantes. Elle a de l'air, de l'horizon. On respire mieux ici. Et je respirais, moi aussi, de plus en plus profondément, avec de moins en moins de peur. Les cauchemars s'espaçaient. J'ai commencé à dormir des nuits entières, à me réveiller reposée, à sourire de nouveau. D'abord timidement, puis plus souvent, au marché, j'ai rencontré des gens de tous horizons. Des pêcheurs avec leurs histoires de la mer profonde, des dames vendant herbes et prières, des enfants courant entre les étals, chapardant des fruits quand personne ne regardait. Des mendiants dormant dans les coins, à qui Léa apportait toujours un café et un morceau de pain en fin de journée. Chacun avait sa petite histoire, chacun portait une douleur. Certains la montraient, d'autres la cachaient, mais tout le monde saignait à l'intérieur. La sagesse simple de Léa m'a guéri plus que n'importe quelle thérapie que je n'aurais pas pu m'offrir. Elle m'a appris à regarder au-delà de ma propre souffrance, à percevoir celle des autres, à comprendre que je n'étais pas seule dans la lutte. C'est aussi au marché que j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu, le plaisir d'enseigner. J'ai commencé à donner des cours informels aux enfants des marchands, après le travail. Des enfants qui manquaient souvent l'école pour aider leurs parents aux étals. J'utilisais des caisses retournées comme bureau. J'écrivais avec du charbon sur des morceaux de carton. Je n'avais ni livre ni cahier. « Vous êtes une vraie institutrice ?» demanda le petit Étienne, fils d'un vendeur de poissons, tandis que je lui expliquais la division avec des coquillages. « Je l'ai été un jour, répondis-je. »« Et pourquoi avez-vous arrêté ?» demanda-t-il. « Parce que la vie nous prend parfois ce que nous aimons le plus et que l'on ne peut pas le récupérer. » Cette question innocente m'a frappé comme la foudre. Pourquoi pas? Pourquoi ne pourrais-je pas reprendre ce qui m'appartient de droit par vocation? La peur de Gérard n'existait plus. Il était mort. La honte de l'histoire. Personne à Marseille ne connaissait mon passé. Cette nuit-là, j'ai parlé à mes parents de mon désir de reprendre mes études. Je voulais suivre une formation universitaire et obtenir un diplôme officiel. C'est ce que je veux, papa. Redevenir une vraie institutrice, avec ma salle de classe, mes élèves, un tableau et la craie dans la main. Mon père, qui n'a jamais douté de moi, a souri d'un air qui a illuminé toute la pièce. Si c'est ce que tu veux, ma fille, alors c'est ce que tu auras. Le chemin n'a pas été simple. Je travaillais toute la journée au marché et étudiais le soir. Lorsque l'université d'Aix-Marseille a ouvert des inscriptions pour le cursus en sciences de l'éducation, je me suis portée candidate. À 26 ans, je passais le concours aux côtés de jeunes fraîchement sortis du lycée. J'ai été admise à la 20e place, mais j'étais acceptée. C'était le début de ma véritable reconstruction. La vie universitaire m'a ouvert des horizons dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Idées nouvelles, débats passionnés, lectures, rencontres avec des personnes différentes.
J'ai découvert Freinet et sa pédagogie coopérative, Montessori et sa méthode centrée sur l'enfant, des théories et pratiques capables de transformer des vies par l'éducation. Pendant mes études, je continuais à donner mes petits cours informels au marché. Mais désormais, avec plus de méthodes et de fondements, les enfants répondaient avec un enthousiasme toujours croissant. Les parents commençaient à remarquer le changement. Des enfants qui peinaient à écrire leur nom lisaient désormais de courts textes, faisaient des calculs, posaient des questions sur le monde. Ce que tu fais pour ces enfants, c'est un miracle, m'a un jour dit Léa. Ils arrivent ici avec des yeux éteints et repartent avec des yeux brillants. Ce n'est pas un miracle, ai-je répondu, c'est l'éducation. C'est leur montrer qu'ils peuvent être plus que ce qu'ils imaginent. Au cours de ma dernière année, une opportunité de stage s'est présentée dans une école municipale à la cité Félix Piat, un quartier défavorisé en périphérie de Marseille. C'était loin. Les transports en commun étaient aléatoires et le salaire presque symbolique. Mais c'était une vraie salle de classe, et c'était ma chance de retrouver ce que j'aimais faire. J'ai accepté une classe d'alphabétisation, 30 enfants âgés de 6 à 10 ans, beaucoup redoublants. Certains enfants n'avaient jamais franchi le seuil d'une école. La salle était exiguë, étouffante, avec des pupitres cassés et un tableau noir fendu. Pour moi, pourtant, c'était un palais. Le premier jour, j'ai observé ces enfants, cheveux en bataille, vêtements trop grands ou trop petits, yeux oscillant entre peur et curiosité, agressivité et espoir. Je me suis reconnu en eux. Vulnérables mais forts, brisés mais entiers, des survivants comme moi. Je me suis présenté, Mame Irène, et je suis ici parce que je crois en vous plus que vous ne croyez en vous-même. C'est dans cette salle étouffante d'une école municipale que j'ai enfin compris que tout ce que j'avais traversé avait un sens. Chaque douleur, chaque humiliation, chaque instant de désespoir m'avait conduite ici, m'avait façonnée en institutrice dont ces enfants avaient besoin. Quelqu'un qui savait ce que c'était que de lutter contre l'impossible. Quelqu'un qui connaissait le prix de recommencer à zéro. À la fin de l'année, j'avais alphabétisé 3 enfants. Les 2 autres avaient des difficultés qui nécessitaient un suivi spécialisé, et je me suis battue pour qu'ils y aient droit. La directrice, impressionnée par mes résultats, m'a promis un contrat permanent dès l'obtention de mon diplôme. Tu as un don. Ces enfants ont besoin de toi, m'a-t-elle dit. En décembre 1979, à 28 ans, j'ai reçu mon diplôme en sciences de l'éducation. Mes parents étaient là pour la remise, fiers comme si j'avais décroché un prix Nobel. Léa et Sébastien étaient également présents, apportant un immense panier de douceur qui a régalé toute la fête. Mes camarades de promotion, beaucoup 10 ans plus jeunes que moi, m'ont élue oratrice de la promotion. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, ai-je déclaré dans mon discours. Il n'est jamais trop tard pour devenir celle que vous auriez dû être avant que la vie ne vous interrompe. Ma vie reprenait enfin un chemin droit. J'avais une profession, un but, une famille et des amis aimants. Le passé faisait encore mal quand on y touchait, mais il ne saignait plus. Puis, un jour, le passé a frappé à ma porte. C'était un après-midi de mars 1980. J'enseignais à mes élèves la lecture lorsqu'une voix m'a interrompu. « Irène, il y a quelqu'un qui souhaite te parler. » « C'est urgent, » a dit la directrice. Dans le couloir, une femme attendait. Une 50aine d'années, cheveux grisonnants, visage marqué par la vie. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite. « Irène. Je suis Nadine, la sœur de Gérard. » Le monde s'est figé. Le nom que je n'avais pas entendu depuis presque 5 ans, que j'avais soigneusement évité de penser. Gérard, l'homme qui avait failli me tuer, qui avait tué une autre femme et était mort en fuyant la police. « Que voulez-vous » ai-je demandé, la voix tremblante. « Nous devons parler » a-t-elle répondu. « C'est à propos de mon neveu. »« Neveu » ai-je répété, incrédule. Gérard n'avait pas eu d'enfant. Pas avec moi, du moins. Non, avec vous, mais pas avec moi, avec Marie, a précisé Nadine. La révélation m'a frappée comme une bombe. Marie était enceinte quand elle est morte. Il y avait un enfant, un fils de Gérard, qui vivait dans ce monde. Elle avait confié le bébé à ma mère avant d'aller retrouver Gérard dans cette propriété. Personne ne savait, même pas la police. Et pourquoi m'apporter cette nouvelle maintenant ? Ma mère est décédée le mois dernier. Le petit est resté avec moi, mais je suis malade. Cancer. Je ne peux plus m'en occuper. Et en quoi cela me concerne-t-il ? Vous étiez l'épouse de Gérard. Légalement. Vous êtes la parente la plus proche après moi.
Vous me demandez de prendre en charge l'enfant de l'homme qui a failli me tuer et de la femme qui m'a trahi. Nadine a baissé les yeux, honteuse. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais le petit n'y est pour rien. Il a à peine des années. C'est un enfant innocent. Où est-il à présent? Dans la voiture avec mon mari. Vous voulez le voir? Je ne voulais pas. Je voulais m'enfuir, hurler, nier cette absurdité. Et pourtant, une force plus forte que ma peur m'a fait répondre oui. Nous avons marché jusqu'au parking. Une vieille voiture était garée sous un arbre. Un homme assis derrière le volant nous a salués d'un geste de la main. Sur la banquette arrière, un enfant regardait par la fenêtre. Un petit garçon, frêle pour son âge, cheveux noirs, yeux grands et attentifs. Quand il m'a aperçu, il a souri, ce sourire que je connaissais trop bien. Le même sourire qui m'avait autrefois enchanté sur le visage de Gérard. Tante Nadine, c'est qui cette dame? C'est une amie, Lucas. Une amie qui va s'occuper de toi pendant quelques jours. Des jours? Ses mots disaient ça, mais ses yeux racontaient autre chose. Je ne peux pas, ai-je murmuré, assez bas pour que le petit n'entende pas. C'est trop pour moi. Il n'a plus personne. Il ira à l'orphelinat. Pourquoi n'avez-vous pas cherché la famille de Marie? Je l'ai fait. Personne n'a voulu savoir. Son père a dit que son petit-fils était mort avec sa fille. J'ai de nouveau regardé le petit garçon. Je ne voyais plus Gérard en lui, ni Marie. Je ne voyais qu'un enfant effrayé, perdu, sur le point de perdre le peu de stabilité qu'il connaissait. Donnez-moi un peu de temps pour réfléchir. Je n'ai pas de temps, Irène. La chimiothérapie commence demain. Je ne peux pas m'occuper de lui ainsi. Un jour, donnez-moi un jour. Elle a hésité, puis a accepté. Je reviendrai demain à la même heure. Si vous ne voulez pas le garder, j'irai directement à l'assistance sociale. La nuit suivante, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai marché sur la plage jusqu'à l'aube, parlant à la mer, aux étoiles, aux fantômes de mon passé. Comment pourrais-je élever le fils de Gérard? Comment pourrais-je regarder ce visage chaque jour et ne pas voir l'homme qui a détruit ma vie? Mais comment pourrais-je condamner un enfant innocent à grandir sans famille, sans amour, moi qui savais ce que c'était d'être marqué par une histoire que je n'avais pas choisie? Le matin, sans réponse encore en tête, je suis allée donner cours. J'ai observé mes élèves, ces enfants qui m'avaient tant appris sur le pardon, sur la renaissance, sur le fait de voir au-delà des blessures. J'ai pensé au petit Lucas, qui n'avait rien demandé à ses parents, qui n'avait pas choisi d'être abandonné. Pendant la récréation, j'ai appelé mes parents. Je dois vous dire quelque chose. C'est compliqué. J'ai tout expliqué, attendant le choc, le refus, la colère. Amène-le à la maison. Ma mère a dit simplement. Quoi? Le petit, amène-le chez nous. S'il doit être ton fils, il doit être notre petit-fils aussi. Maman, c'est le fils de Gérard, et l'enfant n'est pas responsable de qui est son père ou sa mère. L'après-midi, quand Nadine est revenue, j'avais pris ma décision. Je garderai le petit. Elle a versé quelques larmes, puis a sorti de son sac une pochette contenant tous ses papiers, certificat de naissance, carnet de vaccination, quelques photos. Merci, je ne méritais pas tout ça de votre part, ai-je murmuré. Lucas s'est approché, curieux mais prudent. Je me suis accroupie pour être à sa hauteur. Bonjour Lucas, tu te souviens de moi? Je suis Irène. Tu vas vivre avec moi dans ma maison. Il y a une plage tout près. Tu aimes la plage? Ses yeux se sont illuminés. Oui, j'aime ça. Mamie ne m'y emmenait jamais, a-t-il soufflé. À ce moment-là, en regardant ce garçon portant le sang de l'homme qui avait failli me détruire, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Le passé ne dicterait pas mon futur, ni le sien. Je l'ai ramené chez moi ce jour-là. Mes parents l'ont accueilli à bras ouverts, sans hésitation ni jugement. Ma mère avait déjà préparé sa chambre, disposée de vieux jouets qu'elle gardait, je ne sais trop pourquoi. Viens, mon fils, tu veux un morceau de gâteau? J'ai fait au chocolat, comme les enfants aiment, a-t-elle dit. Lucas, timide au début, s'est rapidement détendu sous l'affection de mes parents. Pour la première fois, je l'ai vu sourire sans retenue. Un sourire d'enfant enfin en sécurité. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, écoutant la respiration régulière du petit garçon dans la chambre d'Alexandra côté, j'ai compris que la vie m'offrait une chance de guérir. Non seulement moi, mais aussi d'interrompre un cycle, d'empêcher que la haine et la douleur que portait Gérard ne se transmettent à une nouvelle génération. Je serai mère, d'une manière que je n'avais jamais imaginée, dans des circonstances que personne n'aurait pu prévoir. Mais je le serai,
et je ferais les choses différemment de tout ce que j'avais connu. Le lendemain semblait plus lumineux que depuis des années. Élever Lucas avait tout transformé. Les premiers mois furent une période d'adaptation. Il demandait sa tante Nadine, pleurait la nuit, trouvait étrange la maison, la nouvelle famille. Moi, j'apprenais à devenir mère. Soudain, j'avais la responsabilité d'un garçon de 4 ans, porteur dans son sang d'une histoire que je voulais à tout prix oublier. Pourquoi tante Nadine ne vient-elle pas me chercher ? Demandait-il presque chaque jour. Elle est malade, mon chéri. Elle doit rester à l'hôpital pour se soigner. Et quand elle ira mieux, je partirai, lui répondais-je. Ces mots me brisaient le cœur. Je lisais dans ses yeux l'insécurité, la peur d'un nouvel abandon. Non, Lucas, c'est ta maison maintenant, pour toujours, me répétais-je en silence. Expliquer cette réalité à un enfant de son âge relevait du défi quotidien. Comment lui dire que son père biologique avait tué sa mère biologique ? Comment lui expliquer que sa tante ne survivrait probablement pas au cancer ? Comment lui faire comprendre que j'étais sa mère maintenant, non par le sang, mais par choix ? J'ai adapté la vérité à sa compréhension. Ton papa et ta maman ont dû partir au ciel, mais avant, ils m'ont demandé de prendre soin de toi. Ce n'était pas un mensonge complet. Au fond de moi, je croyais que Marie, si elle avait pu choisir, aurait voulu que son fils grandisse avec quelqu'un qu'il aimerait, même si c'était moi. J'ai inscrit Lucas à la maternelle. J'ai acheté vêtements, jouets et livres adaptés à son âge. J'ai réorganisé mon emploi du temps pour être présente à ses côtés. Mes parents m'aidaient chaque fois que je donnais cours, mon père étant déjà à la retraite, ma mère restant à la maison. Nous faisions fonctionner la maison comme un vrai petit équilibre. Quelques mois plus tard, la nouvelle est tombée. Nadine était partie, le cancer avait progressé plus vite que ce que les médecins avaient prévu. J'ai annoncé la nouvelle à Lucas avec douceur. Ta tante Nadine est maintenant au ciel, avec ton papa et ta maman. Il a pleuré, bien sûr, mais moins que je ne l'avais redouté. Il commençait déjà à s'attacher à sa nouvelle famille, m'appelait Irène avec une tendresse que je n'oublierai jamais. En juillet 1980, j'ai pris une autre décision importante. J'allais adopter Lucas légalement. Les avocats m'ont assuré que la procédure serait simple, puisque j'étais la veuve du père biologique et qu'aucun autre membre de la famille ne demandait la garde. Quand le juge m'a interrogée, demandant si j'étais sûre de ma décision, j'ai posé mon regard sur le petit garçon, assis dans un coin de la salle d'audience, inconscient de l'instant qui allait bouleverser nos vies. Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit, ai-je pensé. En octobre, Lucas Dubois est devenu officiellement Lucas Moreau, mon fils devant la loi comme il l'était déjà dans mon cœur. Élever un enfant seul dans les années 80 tout en étant institutrice dans une école publique n'était pas une mince affaire. L'argent était toujours compté, chaque dépense devait être étirée pour couvrir tous les besoins, uniformes scolaires, fournitures, visites chez le médecin, vêtements que le petit dépassait trop vite. J'ai suivi des cours du soir, donné du soutien scolaire le week-end aux enfants de familles plus aisées. Chaque centime comptait, chaque sacrifice valait la peine quand je voyais Lucas grandir heureux, en bonne santé et en sécurité. En 1982, une opportunité s'est présentée, devenir coordinatrice pédagogique dans la même école où j'enseignais. Meilleur salaire, moins de temps en classe, plus de responsabilités. J'ai accepté sans hésiter. Maman, tu es chef maintenant ? Demanda Lucas, les yeux grands ouverts, admiratifs. Pas exactement, mon fils. Je vais juste aider les autres enseignants à mieux faire leur travail pour les élèves. Comme tu m'aides toi avec mes leçons ? Un peu, oui. Mais toi, tu restes mon élève préféré. Son sourire illuminait ma journée. Comment un enfant né dans tant de douleur pouvait-il apporter autant de lumière ? Cette même année, nous avons acheté notre première maison. Petite, dans un quartier simple, mais c'était la nôtre. 2 chambres, une pour moi, une pour Lucas, et une cour où j'ai planté les mêmes fleurs que ma mère cultivait à Carpentras. Mes parents restaient dans leur appartement mais venaient nous voir tous les week-ends. Pour la première fois depuis que j'avais quitté Carpentras, je me sentais ancrée, avec un vrai futur devant moi. Lucas grandissait trop vite. À 8 ans, il était déjà intelligent, curieux, avec un talent certain pour le dessin. Il remplissait cahiers et carnets d'esquisses, peuplant des mondes imaginaires de paysages, d'animaux et de personnages. Je me demandais souvent d'où venait ce don. J'observais mon fils dessiner, concentré, et je me tournais vers ma mère. Tu savais si sa maman dessinait ? Je ne savais rien, je connaissais si peu de la femme dont j'avais, ironiquement, pris la place dans la vie de Lucas.
De Gérard, je préférais ne rien voir dans le garçon, même si parfois un geste ou une expression me ramenait à des souvenirs que j'aurais voulu enterrer. En 1985, à 34 ans, j'ai rencontré Antoine, professeur de mathématiques transféré de Lyon. Il venait de rejoindre l'école où je travaillais. Un homme doux, calme, avec une patience infinie pour expliquer les fractions et les décimales aux enfants en difficulté. « Vous êtes la coordinatrice Irène ? Enchanté, Antoine Martin, dis-je en serrant sa main. Poignet ferme mais sans intimidation, regard direct mais respectueux, sourire discret et sincère. J'ai commencé à le remarquer pendant les pauses, la façon dont il s'occupait des élèves en difficulté, sans précipitation ni jugement. Comment il écoutait attentivement les jeunes enseignantes, sans condescendance, et apportait du café à la secrétaire débordée. Ces petits gestes en disaient plus que de grands discours. Un jour, Lucas a été victime d'une appendicite aiguë. Il a fallu l'opérer en urgence. J'étais désemparée. J'ai prévenu l'école que je ne pourrais pas venir. Quelques heures plus tard, Antoine est arrivé à l'hôpital. Je voulais juste voir si vous aviez besoin de quelque chose. Je peux aller chercher des vêtements, de quoi manger, tout ce qu'il faut. Sa gentillesse m'a profondément touchée. Je n'étais pas habituée à recevoir de l'aide d'un homme qui n'était pas de ma famille. Ce n'est pas nécessaire, mais merci, ai-je dit. Mes parents arrivent, ai-je ajouté. Il a insisté, je comprends, mais je reste ici avec vous jusqu'à ce qu'ils arrivent. Personne ne devrait rester seul à l'hôpital. Il est resté. Nous avons parlé de tout et de rien, livres, films, voyages rêvés, éducation, nos espoirs pour les élèves, et même de café. Il le préférait filtré, moi instantané, par simple commodité. Quand mes parents sont enfin arrivés, j'ai pensé qu'il partirait. Mais il est resté. Il a acheté un encas pour tous, a lancé quelques plaisanteries pour détendre l'atmosphère, et il est resté jusqu'à ce que Lucas sorte de chirurgie, sain et sauf. Merci pour aujourd'hui, lui ai-je dit quand il s'apprêtait à partir. J'ai fait ce qu'aurait fait n'importe quel ami. Nous sommes amis, a-t-il répondu. Cette amitié a progressivement évolué. Les rendez-vous se sont transformés en dîners bi-hebdomadaires, puis en promenades dominicales, et enfin en baisers timides lorsque Lucas dormait. J'avais peur. Terriblement peur. Les souvenirs de Gérard étaient toujours là, ancrés dans mon esprit, la violence, la trahison, la douleur. Comment pouvais-je faire confiance à un autre homme ? Comment savoir qu'Antoine ne changerait pas, comme Gérard l'avait fait ? Tu mérites d'être heureuse, ma fille, répétait ma mère. Ne laisse pas un fantôme voler ton avenir. Antoine a fait preuve d'une patience infinie. Il n'a jamais fait pression, ni exigé quoi que ce soit. Il a respecté mon rythme, mes craintes et mes réserves. En 1987, après 2 ans de relation, il m'a demandé en mariage. Rien de spectaculaire, aucune mise en scène. C'était simplement pendant un dîner à la maison, Lucas à nos côtés. Irène, Lucas, j'ai quelque chose d'important à vous demander, a-t-il dit. Pouvons-nous devenir une vraie famille ? Lucas, alors âgé de 11 ans, a répondu avant moi. Tu seras mon papa si tu veux. Et si maman accepte ? Le garçon m'a regardé, anxieux de ma réponse. À cet instant, j'ai compris que ma décision ne concernait pas que moi. Lucas avait besoin d'un père, un vrai père, et non seulement d'une mémoire idéalisée que j'avais construite pour le protéger. Oui, ai-je dit, les larmes aux yeux. Nous allons être une famille. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple, entourée uniquement de la famille et des amis proches. Lucas était notre témoin, fier dans le petit costume qu'il avait choisi lui-même. Mon père a donné sa fille pour la seconde fois, cette fois avec la certitude que ce serait un véritable happy end. Antoine a emménagé avec nous. Il n'y a eu ni lune de miel, ni grand bouleversement. Tout s'est fait naturellement, comme s'il avait toujours appartenu à cette maison. La première fois que Lucas l'a appelé « Papa », c'était pendant un match de football dans notre cour. Ballon improvisé avec des chaussettes, but fabriqué avec des tongs. « Papa, regarde ce que je sais faire », criait Lucas. Antoine s'est arrêté, m'a regardé comme pour demander mon accord. J'ai hoché la tête, le cœur débordant d'émotion. « Je vois, mon fils, très bien », a-t-il dit doucement. Lucas a couru l'embrasser. Là, dans le crépuscule du dimanche, les deux étaient unis, non par le sang, mais par quelque chose de plus fort, le choix, l'amour, le respect. En 1988, j'ai reçu une proposition pour devenir directrice d'une nouvelle école dans un quartier défavorisé. Un défi immense, structure précaire,
enfant en situation à risque, enseignant démotivé. J'ai hésité. C'est beaucoup, avec Lucas, la maison, tout, ai-je confié à Antoine. Tu peux le faire, Irène. Si quelqu'un peut transformer cette école, c'est toi. Et si tu échoues, nous serons là. Ton port sûr, m'a-t-il rassuré. J'ai accepté. L'école municipale, Nouvel Espoir, est devenue ma deuxième maison. J'arrivais tôt, je partais tard. Je connaissais chaque élève par son nom, chaque famille, chaque difficulté. En 1 an, nous avons réduit le décrochage scolaire de 60%. En 2 ans, les taux d'alphabétisation ont nettement progressé. Au bout de 3 ans, un potager communautaire avait vu le jour, une bibliothèque improvisée avec des livres donnés, des cours de musique les week-ends. Comment avez-vous fait cela ? A demandé l'inspecteur d'académie lors d'une visite. Je ne l'ai pas fait seul. Nous l'avons construit ensemble, enseignants, élèves et familles. En 1990, à 39 ans, alors que je pensais ma famille complète, j'ai appris que j'étais enceinte. Surprise totale. Les médecins m'avaient dit que, après les traumatismes subis avec Gérard, une grossesse était peu probable. Vous êtes sûr, docteur ? Ai-je demandé, incrédule, regardant le test. Absolument. Vous êtes enceinte de 2 mois. Félicitations. Antoine a pleuré de joie quand je lui ai annoncé la nouvelle. Lucas, alors âgé de 14 ans, oscillait entre excitation et jalousie. Tu vas l'aimer plus que moi ? Demanda-t-il une nuit, vulnérable comme je ne l'avais pas vu depuis des années. Jamais, mon chéri. Tu as été mon premier enfant. Je t'ai choisi. Rien ne changera cela. La grossesse s'est déroulée sereinement, contrairement à celle que j'avais eue avec Gérard. Un corps plus âgé, mais une âme en paix. J'ai continué à travailler jusqu'au 6e mois, gros ventre et toute l'énergie intacte. Marine est née en juin 1991, un matin d'été doux et ensoleillé. L'accouchement s'est déroulé normalement, rapide, presque sans douleur. Elle est si petite, murmura Lucas, tenant sa sœur avec un soin infini. Je dois la protéger. Et il l'a fait. Grand frère attentif, vigilant et tendre, il changeait les couches, donnait le biberon, racontait des histoires, dessinait des personnages pour bercer Marine. La vie semblait enfin parfaite. Famille complète, carrière stable, maison rangée, les fantômes du passé s'éloignaient, leurs cicatrices moins douloureuses. Puis, en 1992, Lucas, âgé de 16 ans, posa la question que je redoutais le plus. Maman, j'ai besoin de savoir la vérité sur mon père biologique. Nous étions seuls à la maison. Antoine avait emmené Marine pour ses vaccins. Lucas m'attendait dans la cuisine à mon retour du travail, le regard sérieux, déterminé. Pourquoi maintenant, mon fils ? Demandai-je. J'ai besoin de l'acte de naissance original pour un document de l'école. J'ai vu son nom, Gérard Dubois. J'ai fouillé à la bibliothèque, retrouvé de vieux articles. Meurtre, fuite, échange de tirs avec la police, mon nom en gros titres comme la veuve de l'assassin. Tout ce que j'avais essayé de lui cacher. Mon fils, c'est vrai, il a tué ta mère biologique. Il te battait. Je me suis assise, les jambes tremblantes. Le moment que j'avais repoussé pendant 12 ans était enfin là. C'est vrai, Lucas, mais c'est plus compliqué que ce que racontent les articles, lui ai-je dit. Puis j'ai tout raconté, l'histoire complète, sans rien adoucir, sans rien omettre. La relation, le mariage, les premières agressions, les fausses couches, l'alcool, le chômage, Marie, la trahison, la fuite. Le jour où Gérard a failli me tuer. Comment la police a retrouvé les corps. Comment Nadine est réapparue des années plus tard avec lui encore bébé. Comment j'ai choisi d'être sa mère malgré tout. Lucas écoutait en silence, des larmes coulant sur ses joues, dessinant déjà les traits de l'homme qu'il deviendrait. Alors, je suis le fils d'un monstre, finit-il par dire, la voix brisée. Non, Lucas. Tu es mon fils, celui que j'ai élevé, aimé, guidé. Oui, ton sang vient de lui, mais tu ne seras jamais comme lui. Et si je suis comme lui, un jour ? Tu ne le seras pas. Tu as grandi avec amour, respect et des valeurs. Gérard n'a jamais eu ça. Comment peux-tu en être sûr ? Je t'observe depuis 12 ans. Je vois comment tu protèges ta sœur, comment tu respectes les filles à l'école, comment tu aides les plus faibles. Ton caractère est déjà là, Lucas, et il est magnifique. Il a pleuré dans mes bras, comme lorsqu'il avait de petits cauchemars. Mais cette fois, le cauchemar était réel. C'était son origine, son sang. Merci de m'avoir voulu comme maman.
Même après tout ce qu'il t'a fait. C'était vrai. Lucas m'avait donné un but quand j'en avais le plus besoin. Il m'avait appris à faire confiance, à aimer sans peur. Il m'avait fait croire aux secondes chances quand je pensais que ma vie était finie. Ce soir-là, quand Antoine est revenu avec Marine, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il a compris, comme toujours. Je vais lui parler d'homme à homme, a-t-il dit. Ils sont restés des heures dehors, sous les étoiles. Je ne sais pas exactement ce qu'il lui a dit, mais quand ils sont revenus, Lucas était plus léger, plus serein. Papa veut m'adopter officiellement pour que j'aie son nom aussi. Tu peux, bien sûr, si c'est ce que vous voulez tous les deux. Je le veux. Je veux être un Martin, comme vous. En 199, Lucas Morat est devenu officiellement Lucas Moreau-Martin, portant en lui toutes ses histoires. Son prénom rappelait sa mère biologique, son premier nom de famille celle qu'il avait choisie, et le second celui de son père qu'il avait accepté. La vie suivait son cours. Lucas a terminé le lycée avec d'excellentes notes. Il a obtenu une bourse pour étudier l'architecture, mettant son don pour le dessin au service d'un vrai projet professionnel. Marine a grandi vive, curieuse, bavarde, avide de tout découvrir. En 199, à Maison, j'ai reçu le prix d'éducatrice de l'année dans les Bouches-du-Rhône, une reconnaissance pour le travail que nous avions accompli ensemble à l'école, enseignants et communauté unie. Ce prix n'est pas seulement le mien, ai-je dit dans mon discours. Il appartient à chaque enfant qui a cru en ses capacités, à chaque famille qui a mis sa confiance dans l'éducation, à chaque professeur qui n'a jamais abandonné malgré les difficultés. Lucas et Marine étaient dans le public, fiers. Antoine filmait chaque instant avec sa nouvelle caméra, cadeau pour notre anniversaire de mariage. Sur le chemin du retour, Lucas, alors âgé de 20 ans, m'a dit quelque chose que je garderai toute ma vie. Quand je serai grand, je veux être comme toi, maman, quelqu'un qui transforme des vies. Tu le fais déjà, mon fils. Tu as transformé la mienne. La petite fille qui avait fui Carpenter, le cœur brisé et le corps marqué, avait survécu. Mais elle ne se contentait plus d'exister, elle vivait pleinement et faisait une différence. À 60 ans, en regardant en arrière, je vois que chaque fragment de mon histoire, même les plus douloureux, m'a mené ici. À ce moment, partageant ce que j'ai appris, que la vie peut nous briser, mais que c'est nous qui choisissons comment recoller les morceaux. Que le passé peut façonner, mais jamais déterminer notre avenir. Que le pardon, surtout envers soi-même, est le chemin le plus difficile et le plus essentiel. Et que la famille ne se mesure pas au sang, mais au choix quotidien d'amour, même quand tout incite à abandonner. Aujourd'hui, je regarde mes mains ridées, tachetées par le temps, les veines bleues saillantes comme des rivières sur une vieille carte. Je pense à tout ce qu'elles ont accompli, tenir la craie dans des classes bondées, essuyer les larmes d'enfants effrayés, serrer les mains de parents reconnaissants, bercer mes enfants, caresser mon mari, cultiver les fleurs dans le jardin de la maison que nous avons bâtie ensemble. Ces mêmes mains qui tremblaient un jour de peur se déplacent maintenant avec l'assurance de quelqu'un qui sait exactement qui elle est et pourquoi elle est ici. Les années 2000 sont arrivées. Lucas, diplômé, travaille comme architecte dans un cabinet respecté à Marseille. Marine termine le lycée, rêvant de la faculté de médecine, curieuse de ce que l'avenir lui réserve. Je veux aider les gens, maman, comme toi tu guéris avec tes mots, mais avec des remèdes aussi. À 49 ans, je dirigeais toujours l'école qui était devenue un modèle dans le réseau municipal. Antoine, coordinateur de secteur au rectorat, était constamment là pour soutenir mes idées les plus ambitieuses. Et si on créait une bibliothèque communautaire ouverte le week-end, ai-je proposé lors d'une réunion. Avec quel budget ? Demanda l'inspecteur. Avec des dons et de la participation collective. Les parents fourniraient la main-d'œuvre, les élèves s'occuperaient des campagnes, et les éditeurs offriraient des livres. L'argent n'est pas la seule ressource dont nous disposions. En 6 mois, nous avons transformé un salon abandonné en un espace de lecture vivant et accueillant. Des adolescents qui traînaient auparavant dans les rues échangeaient maintenant sur Camus, Colette ou Aimé Césaire. En 2002, Lucas a épousé Florence, une collègue de l'université, jeune femme douce et talentueuse, partageant sa passion pour le dessin et l'architecture. Le mariage était simple, sur la plage, pieds dans le sable, cœurs ouverts. La veille, alors que nous ajustions le costume qu'il avait emprunté, il m'a dit « Maman, je veux que tu saches que tout ce que je comprends de l'amour, je te le dois. » Mon fils, répondis-je, j'ai traversé des années de peur. Mais ce n'est pas la peur qui compte, c'est d'agir correctement malgré elle. Cette même année,
Marine a été acceptée en faculté de médecine, classée 6e de sa promotion, fierté de toute la famille. J'ai versé des larmes en apprenant la nouvelle, imaginant la petite fille issue d'un quartier modeste, devenue une future médecin. J'y suis arrivée maman, je serai médecin, m'a-t-elle dit. J'avais toujours cru en toi, ma fille, et je n'en ai jamais douté. En 2005, à 54 ans, j'ai affronté mon premier grand défi de santé, une masse détectée lors d'un examen de routine. 2 mots qu'aucune femme ne souhaite entendre, cancer du sein. Nous allons le traiter, vos chances sont bonnes, a précisé le médecin. Antoine a été plus bouleversé que moi. Il a pleuré lorsque je lui ai annoncé, me tenant contre lui comme si j'allais disparaître. Je ne peux pas te perdre. Je ne te perdrai pas, m'a-t-il dit. J'avais déjà affronté pire qu'une petite masse récalcitrante. J'ai subi une opération et une radiothérapie. J'ai perdu mes cheveux et acquis une cicatrice, mais je n'ai jamais douté que je survivrais. Il me restait encore tant à faire, tant d'enfants à soutenir, tant de moments avec ma famille à savourer. Lucas et Florence venaient me rendre visite chaque jour après le travail. Marine, déjà à la faculté, parcourait des articles médicaux, questionnait les protocoles et vérifiait les traitements. Mes parents, désormais âgés mais lucides, se relayaient pour préparer des soupes que je pouvais avaler lors des jours les plus difficiles. 6 mois plus tard, la meilleure nouvelle est arrivée, rémission complète. Poursuivez vos contrôles, mais vous pouvez reprendre une vie normale. Normale. Comme si, après avoir frôlé la mort une fois encore, il pouvait exister une routine. Et pourtant, elle était là, cette normalité, plus précieuse, plus intense, plus consciente que jamais. Je suis retournée à l'école avec une énergie nouvelle. J'ai lancé un projet de jardin médicinal avec les élèves. Chaque plante était identifiée, ses vertus expliquées, et la sagesse ancienne de la guérison par la nature redécouverte. Madame Irène est aussi médecin maintenant, plaisantais-je avec les élèves. Non, mes chers, j'ai juste compris que prévenir vaut mieux que guérir, et que prendre soin du corps est aussi essentiel que nourrir l'esprit. En 2007, Lucas et Florence m'ont présenté mon premier petit-fils. Pierre est arrivé un matin de mars, tout rose et un peu pleurnichard. Parfait. Tu veux le tenir, mamie ? Demanda Lucas, les yeux brillants. J'ai pris ce petit paquet dans mes bras, sentant son poids si léger mais porteur de sens. 3e génération, continuité. La vie qui avançait, malgré tous les obstacles. Bonjour, Pierre, ai-je murmuré. Je suis ta mamie Nini. J'ai tant d'histoires à te raconter quand tu grandiras. Marine a obtenu son diplôme de médecine en 2008, se spécialisant en pédiatrie. Je veux soigner les enfants, maman, comme tu l'as toujours fait, mais à ma façon, me disait-elle. En 2010, à 59 ans, j'ai pris la décision difficile de quitter mes fonctions de directrice de l'école, après presque 20 ans à transformer non seulement le bâtiment, mais les mentalités. Il était temps de passer le relais. Mais Madame Irène, l'école c'est vous, tentait de me convaincre le nouvel inspecteur. Non, ce ne pouvait pas être ainsi. Une école appartient à la communauté, aux élèves, aux parents, aux enseignants. Si elle dépend d'une seule personne, ce n'est plus une institution, mais un projet personnel. J'ai passé des mois à préparer ma remplaçante, une jeune enseignante dévouée et pleine de ses propres idées. J'ai créé des manuels, documenté les procédures et partagé des leçons apprises sur le terrain, que l'on n'enseigne dans aucune université. Comment savoir si je suis prête ? M'a-t-elle demandé le jour de mon départ. On n'est jamais totalement prêt, mais on peut toujours apprendre et s'améliorer. Cela suffit. La retraite a ouvert un nouveau chapitre. Du temps pour voyager avec Antoine, découvrir des lieux que nous n'avions vus qu'en photo. Du temps pour rendre visite à Lucas et sa famille, avec un 2e petit-fils en route. Du temps pour suivre la carrière de Marine, maintenant en résidence dans un hôpital pédiatrique. Du temps, enfin, pour tenter de réconcilier le passé. En 2012, à 61 ans, j'ai entrepris un voyage que j'avais retardé pendant des décennies. Je suis retournée à Carpentras. « Tu es sûr de vouloir y aller ?» demanda Antoine, inquiet. « Je n'ai pas besoin d'y aller, mais je dois le faire. Je dois refermer ce cercle. » Carpentras avait changé, grandi, se moderniser, perdant une partie de l'air provincial dont je me souvenais. Pourtant, certaines choses restaient. La rivière continuait de traverser la ville, les montagnes entouraient toujours l'horizon, et la chaleur faisait fondre l'asphalte en juillet. J'ai visité la maison où j'avais grandi, aujourd'hui transformée en commerce, une boutique de vêtements.
J'ai poussé la porte de l'école où j'avais donné mes premiers cours. Elle fonctionnait toujours, avec de nouveaux enseignants et des enfants que je ne connaissais pas, parmi eux, même des filles. J'ai arpenté des lieux que j'évitais dans mes souvenirs. La maison où j'avais vécu avec Gérard, le marché où je faisais mes courses, l'église où je m'étais mariée pour la première fois. Vous cherchez quelqu'un, madame, demanda le jeune vendeur de la pharmacie, anciennement l'épicerie du père Martin. Je cherche des fantômes, répondis-je avec un léger sourire, mais je crois qu'ils ont disparu. Et ils étaient vraiment partis. En regardant ces rues et ces bâtiments, le poids du passé ne m'écrasait plus. Je ne voyais plus Gérard à chaque coin de rue. Je n'entendais plus ses cris résonner dans les échos des ruelles. Je ne voyais qu'une ville, ni bonne ni mauvaise, juste un endroit où une partie de ma vie s'était déroulée. Le 3e jour, je me suis rendue au cimetière, non pour chercher la tombe de Gérard. Je n'ai jamais su où il reposait, et je n'avais pas envie de le savoir. Je suis allée voir mes beaux-parents, décédés alors que j'étais encore mariée. Des gens simples, incapables de contenir le fils qu'ils avaient élevé, mais qui m'avaient toujours traité avec gentillesse. Reposez en paix, murmurai-je, déposant des fleurs modestes. Je ne gardais aucune rancune, et le temps avait adouci même les souvenirs les plus douloureux. La colère, la peur, le ressentiment ne brûlent que ceux qui les portent, pas leur cible. J'avais appris à les laisser partir. Je suis retournée à Marseille plus légère, comme si j'avais laissé à Carpentras les dernières amarres qui m'attachaient encore au passé. Alors, c'était comment ? Demanda Antoine en venant me chercher à la gare. Libérateur, répondis-je. En 2015, à 64 ans, j'ai perdu ma mère. Une attaque cérébrale soudaine l'a emportée, rapide et silencieuse. Elle s'occupait de ses plantes sur le balcon quand elle s'est effondrée. À l'arrivée de l'ambulance, elle était déjà partie. Une douleur différente de toutes celles que j'avais connues. Pas la douleur traumatique de la violence, ni celle de l'abandon ou de la trahison. Une douleur naturelle, faisant partie du cycle de la vie. Une fille qui enterre sa mère. Un ordre attendu, mais jamais vraiment accepté. Elle semblait si en forme, se lamentait mon père lors des funérailles, comme si elle l'avait vieilli de plusieurs décennies en une journée. Elle allait bien, papa, entourée d'amour et heureuse. Quelle plus belle manière de partir. Mon père l'a suivie 6 mois plus tard. Mort de chagrin, disaient les voisins. Peut-être, ou peut-être ne savait-il plus comment vivre sans cette campagne qui avait été sa vie pendant près de 60 ans. Une âme sœur que même la mort n'a pas pu séparer longtemps. Nous avons hérité de leur appartement. Nous n'avons pas eu le cœur de le vendre. Nous l'avons transformé en espace communautaire, offrant des cours gratuits d'alphabétisation pour adultes. Une façon de rendre hommage à ma mère, qui chérissait tant l'éducation, et à mon père, qui répétait que le savoir est la seule chose que personne ne peut nous enlever. En 2018, Marine a épousé un collègue médecin, Rémi, anesthésiste. Un homme calme qui apportait un équilibre à ma fille, toujours si vive, si passionnée dans tout ce qu'elle entreprenait. Il me tranquillise, maman, me confiait-elle. C'est comme un port sûr au milieu de ma tempête. Les meilleurs couples fonctionnent ainsi, ma fille, chacun comblant ce qui manque à l'autre. Cette même année, Lucas et Florence ont accueilli leur 3e enfant. Ils avaient déjà Pierre et Julie, et maintenant est arrivée la petite Irène. Ils ont choisi de lui donner mon prénom. Vous êtes sûrs, les enfants ? Demandai-je, ému. Absolument. Nous voulons qu'elle sache d'où elle vient et qu'elle porte le nom de la femme la plus forte que nous connaissons. En 2020, le monde s'est figé avec la pandémie. À 69 ans, je me suis retrouvée confinée, isolée, considérée à risque, éloignée des petits-enfants, des activités communautaires, de toute la vie que j'avais bâtie. Antoine et moi avons dû nous réinventer. Nous avons appris la technologie, les appels vidéo, les réseaux sociaux, les applications de messagerie. J'ai continué à alphabétiser des adultes, désormais derrière un écran. Je racontais des histoires aux petits-enfants par vidéo. Je faisais du pain avec Marine, chacune dans sa cuisine. Mamie est plus connectée que moi, plaisait Pierre, déjà adolescent, me guidant pour utiliser des filtres amusants. C'est au cours de cette période que Lucas m'a suggéré « Maman, pourquoi ne pas partager ton histoire avec plus de gens ? Cela pourrait aider ceux qui traversent des moments difficiles. » Mon histoire, qui voudrait l'entendre ? Demandai-je. Tout le monde. C'est une histoire de résilience, d'amour, de recommencement. Les gens ont besoin de ça maintenant plus que jamais. Encore hésitante, j'ai enregistré ma première vidéo avec mon téléphone.
Amateur, mauvais éclairage, cadrage approximatif. J'y ai parlé de l'isolement, de la manière dont je gardais l'espoir dans l'obscurité. Lucas a monté la vidéo et l'a postée sur une chaîne improvisée sur YouTube, intitulée « Mémoire des grands-mères Nini ». À ma grande surprise, la vidéo est devenue virale. Des centaines, puis des milliers de vues, des commentaires émouvants. « Madame Irène, vous ressemblez à ma grand-mère perdue. Merci pour votre sagesse. Cette vidéo m'a donné de l'espoir quand j'étais sur le point de baisser les bras. S'il vous plaît, nous voulons encore des histoires de mamie. » Et ainsi a commencé ma carrière tardive d'influenceuse, comme plaisantait Marine. Une vidéo hebdomadaire racontant des histoires de résilience. Certaines miennes, d'autres que j'avais observées au fil des années. Recettes anciennes, conseils de jardinage, réflexions sur l'éducation, le vieillissement, la famille. Je n'avais jamais parlé publiquement de Gérard, des agressions, de ma fuite désespérée. C'était un chapitre réservé aux conversations privées, à des moments de guidance pour des femmes vivant des situations similaires. Jusqu'à aujourd'hui, à 73 ans, où j'ai décidé qu'il était temps de livrer l'histoire entière, sans couper, sans adoucir. Je ne raconte pas cela pour susciter la pitié, ni pour me vanter de ma résilience. Je le fais pour montrer qu'il existe une issue, même quand tout semble s'écrouler, qu'il est possible de vivre pleinement après le traumatisme. Lucas m'a aidé à structurer le récit. Marine a relu chaque passage, veillant à la justesse des informations médicales. Antoine me tenait la main pendant l'enregistrement des passages les plus douloureux, faisant pause dès que l'émotion devenait trop forte. Voici mon histoire, brute, réelle, parfois douloureuse, mais aussi emplie de beauté, d'amour et d'espoir. L'histoire d'une petite fille de province qui a affronté son enfer personnel et qui en est sortie non seulement survivante, mais triomphante. Non pas par mérite personnel, personne ne triomphe seul, mais grâce au soutien de tant de bonnes personnes que Dieu a placées sur mon chemin. Des personnes comme mes parents, qui m'ont transmis des valeurs solides. Comme Madame Marguerite, qui m'a ouvert sa porte quand je fuyais. Comme Léa, qui a su voir au-delà de mes cicatrices. Comme Antoine, qui m'a montré qu'un véritable homme construit, il ne détruit pas. Comme Lucas, ce fils que le destin m'a offert de la manière la plus improbable et qui m'a appris à aimer sans condition. Comme Marine, un cadeau que je n'osais plus espérer, preuve vivante qu'il existe toujours une chance de recommencer. Et maintenant, comme vous, qui regardez cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous adresse un merci tout particulier. Cette histoire n'a pas été facile à raconter, ni probablement à entendre. Mais je crois au pouvoir des récits partagés, à la guérison qui naît lorsque nous transformons la douleur en sang. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle a éveillé une réflexion, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Chaque abonnement est pour moi une étreinte virtuelle pleine d'affection. Chaque commentaire est une conversation qui continue au-delà de cette vidéo. Si vous traversez une période difficile, qu'il s'agisse de violences domestiques, de pertes, de maladies, de solitude, sachez qu'il existe une vie au-delà de la douleur, que demain peut être différent, que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, tendez-lui la main. Parfois, tout ce dont une personne a besoin, c'est que quelqu'un croie en elle quand elle ne peut plus croire en elle-même. Souvenez-vous toujours que votre histoire ne se termine pas dans vos pires jours. La dernière page n'a pas encore été écrite. Tant qu'il y a de la vie, il y a la possibilité de nouveaux chapitres, de revirements, de fins heureuses que vous n'osez même pas imaginer aujourd'hui. De la petite fille apeurée de Carpentras à la grand-mère youtubeuse à Marseille, qui aurait pu prédire un tel parcours? Personne, pas même moi. Mais me voici, et vous aussi. Merci d'écouter, de faire partie de mon histoire, et de me permettre de faire partie de la vôtre, avec l'amour d'une grand-mère qui a connu le fond du gouffre et qui a découvert que même là, une fleur peut pousser. Irène Moreau-Martin, 73 ans, enseignante retraitée, mère, grand-mère, survivante, et surtout témoin que l'amour triomphe toujours. Un baiser pour chacun de vous et à la prochaine vidéo.